Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Nous nous retrouvons sur le plateau interview de l'exposition de la Victoire. Depuis le début de cette exposition, donc des invités, des auteurs de livres, des rendez-vous. On parlait il y a quelques instants de ce spectacle qui a mis à l'honneur notamment Anna Marly et le chant des partisans. Mais nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui à notre micro, et moi j'ai un plaisir particulier aujourd'hui à Alençon, accueillir à nouveau Monsieur Robert Pestiot, qui est un Français libre. Alors je vais d'abord, Monsieur Pestiot, vous souhaiter la bienvenue, vous saluer à nouveau, et puis vous demander de vous présenter pour que nous puissions avoir plus d'informations, plus de détails sur vous d'abord. Bonjour. Oui. Bonjour. Parlez bien près. Oui. J'ai aujourd'hui 96 ans, mais en juin 1940, je venais d'avoir tout juste 20 ans. J'ai assisté à la défaite de nos armées sous les ordres du général Gamelin. De jour en jour, les informations étaient de plus en plus désastreuses, jusqu'à ce jour du 17 juin 1940, où le maréchal Pétain a dit qu'il fallait mettre bas les armes, sans même qu'il connaisse encore les conditions d'un éventuel armistice. Avec mes camarades de vacances, nous étions à Granville, dans la Manche, et nous pleurions dans la rue. La France était écrasée, vaincue, annihilée. Nous ne voyions vraiment aucune issue et nous étions dans un désespoir complet. Et c'est le lendemain, le 18 juin, les Allemands sont arrivés à Granville. Et j'ai vu les premiers Allemands, en uniforme bien sûr, se promener sur la plage de Granville, où nous avions l'habitude de passer nos vacances. Et il se trouve que le 18 juin, après le discours de Pétain du 17, une dame qui était la mère d'une copine nous a dit « Mais vous savez, il ne faut pas désespérer. Il y a un général français qui a parlé à la radio de Londres et qui dit que tout n'est pas perdu, que la France a encore des moyens et qu'elle pourra quand même accéder à la victoire. » Bien sûr, ça m'a paru invraisemblable. Mais la dame a ajouté « Mais ce général français doit encore parler ce soir à la radio de Londres. Venez chez nous, si vous voulez l'écouter et l'entendre. » J'ai accédé à la proposition de cette dame et j'ai entendu la réédition de l'appel du 18 juin. Ça m'a donné une lueur d'espoir et tout ce qui était contenu dans le discours du général de Gaulle m'a paru logique et évident. Et du coup, j'ai décidé de le rejoindre. Alors avant d'aller un peu plus loin dans le début de cette épopée qui va vous emmener dans les forces françaises libres, d'abord rappelez en 1940, donc vous aviez 20 ans, vous faisiez quoi à ce moment-là? Vous étiez encore étudiant? Non, j'étais employé de bureau à Paris. Donc vous étiez à Granville finalement pour les vacances, hein. C'était le mois de juin, donc arrivant, vous étiez pour les vacances. C'est-à-dire que je faisais partie, sur le plan militaire, de la classe 40. Et la classe était divisée en quatre sections différentes. Et la première section, qui était pour les jeunes du 1er janvier au 30 juin 1920, cette classe a été appelée. Et moi, je faisais partie du second quart et je n'ai pas été appelé. Mais comme les Allemands approchaient de Paris, mon père m'a conseillé d'aller à Granville en attendant la suite des événements et mon appel éventuel sur les drapeaux. Très bien, donc maintenant nous connaissons un peu mieux votre parcours personnel. Donc avant ce mois enfin en tout cas avant votre départ, parce que suite à l'appel que vous avez entendu, vous êtes un des rares Français d'ailleurs à avoir entendu l'appel, parce que peu de gens ont pu l'entendre. On a pu éventuellement en avoir entendu parler ou avoir lu des choses, oui. Mais directement c'est assez rare. Oui, oui. Les Français étaient totalement découragés, anéantis. Lorsqu'ils écoutaient la radio, c'était Radio Paris. Très peu écoutaient la radio de Londres. Et très peu ont pu entendre l'appel du général de Gaulle du 18 juin. Parmi ceux qui l'ont entendu, très peu y ont cru. Et parmi ceux qui y ont cru, très peu ont pu rejoindre le général de Gaulle.
Alors ça fait peu de monde. Alors maintenant on arrive à votre parcours donc personnel à la suite d'avoir entendu cet appel. Vous décidez de rejoindre le général de Gaulle à Londres. Oui, oui. Alors j'ai décidé de rejoindre le général de Gaulle à Londres, mais j'étais à Granville, qui était occupé par les Allemands. Il fallait que des marins de Granville m'emmènent au moins jusqu'à Jersey, territoire britannique, d'où je pouvais espérer gagner l'Angleterre. Mais tous les marins que j'avais contactés refusaient. Certains disaient, mais vous êtes fous, la guerre est terminée, le maréchal Pétain nous l'a dit. Hein. D'autres disaient, mais on n'est pas fous, nous non plus. Si on vous emmenait jusqu'à Jersey, mais au retour, les Allemands pourraient nous fusiller. Finalement, tous les marins granvillais se dégonflaient. Et il faut avouer qu'ils avaient peut-être raison. Oui, il y avait un peu de folie dans cet acte-là, mais il y avait surtout aussi l'envie, je crois que ce qui caractérise les Français libres, comme vous, dès le départ, c'est de faire quelque chose, quels qu'en soient les risques, finalement. Oui. Alors, quelqu'un m'a conseillé d'aller voir le secrétaire de mairie, que je connaissais un petit peu, et qui pourrait peut-être m'aider. Et je suis allé à la mairie, j'ai frappé à la porte du secrétaire de mairie, et qu'est-ce que j'ai trouvé à l'intérieur? Le secrétaire de mairie en train de parler avec 2 officiers allemands. C'était peut-être pas le moment. Alors je suis reparti et quelqu'un d'autre m'a dit, mais vous devriez voir le professeur Marland. Le professeur Marland était un professeur d'anglais qui résidait à Granville et qui d'ores et déjà avait commencé à organiser quelque chose à partir de Saint-Malo pour rapatrier secrètement les soldats anglais qui étaient encore dans la poche du Cotentin et qui risquaient d'être ramassés par les Allemands. Et alors j'ai pu contacter le professeur Marland qui m'a dit, écoutez, débrouillez-vous pour aller jusqu'aux îles Chausey. Les îles Chausey, c'est entre Granville et Jersey. Et quand vous serez à Chausey, une vedette venant de Saint-Malo vous prendra au passage, vous emmènera à Jersey, et à partir de là, vous débrouillerez. Alors avec 2 copains, nous avons fait de nouvelles démarches, et nous avons trouvé un vieux pêcheur granvillais, plus courageux que d'autres, qui a dit, écoutez, si moi je veux aller à la pêche au maquereau, c'était à la pêche au maquereau, aux îles Chausey, c'est pas la bauche qui m'en empêcheront. Alors rendez-vous ce soir à minuit au feu vert du port, vous sautez sur mon bateau qui s'appelle Au Gloire à Dieu, vous rentrez dans la cale et vous m'attendez. C'est ce que nous avons fait. Quand nous étions désormais 3, j'avais rencontré 2 camarades qui avaient les mêmes buts que nous. Et en sautant sur le bateau et en rentrant dans la cale, je me suis trouvé vis-à-vis avec 3 autres Français que nous ne connaissions pas et qui avaient le même projet. Nous avons donc réussi à partir à 6 de Granville pour arriver jusqu'à Jersey le lendemain. Oui. Alors, d'ailleurs, avec une mer qui était complètement déchaînée, là. Alors, c'était peut-être une bonne chose. Il y avait ce soir-là une tempête terrible sur Granville. Et moi, qui étais sujet au mal de mer, quand j'étais à Londres 8 jours après, j'étais encore un peu malade. Et je ne sais pas pourquoi, alors qu'en temps normal, on met moins d'1 heure pour aller de Granville aux îles Chausey, on a mis 6h30. Pourquoi? Nous n'avons pas demandé à notre transporteur. J'étais trop anéanti en arrivant à Chausey, d'ailleurs. Alors, c'est intéressant parce que finalement, vous venez, en parlant de ce professeur d'anglais, par exemple, de Marland, oui, de dire que dès le début, dès le mois de juin 1940, des hommes avaient décidé de commencer à faire quelque chose et que l'esprit de résistance déjà les animait en quelque sorte. Oui, Marland avait commencé à faire de la résistance avant même d'avoir entendu l'appel de De Gaulle. C'est important de le rappeler, donc dans cette France qui arrivait dans un état de décomposition, on peut le dire, avec l'occupation qui allait commencer, une des périodes les plus sombres de notre histoire, et bien des hommes, des femmes ont décidé de faire quelque chose. Alors, vous êtes à Jersey, alors de Chausey donc à Jersey, là la mer ça va beaucoup mieux le lendemain? Alors à Jersey, nous avons été hébergés par des religieux qui tenaient une école dans le centre de l'île, et ils nous ont dit demain matin, vous verrez le consul de France. En attendant, nous pourrons vous loger et vous nourrir. Et le lendemain matin, nous avons arrivé une belle traction avant, avec un monsieur très élégant à l'intérieur. C'était le consul de France. Alors, chacun de nous lui a dit, mais ce que nous voulons, c'est rejoindre le général de Gaulle. Il nous a écoutés en silence. Et comme c'était un fin diplomate, qui ne voulait pas trop se compromettre, il nous a dit,
pour moi, vous êtes des réfugiés français qui veulent regagner la France en passant par l'Angleterre. Le raisonnement était plutôt tordu, mais il nous a payé l'embarquement sur le dernier bateau qui a quitté Jersey pour la Grande-Bretagne. Et donc là, ça y est, l'aventure arrive, en tout cas en Angleterre, avec donc un passage forcé par un centre de contrôle, puisque l'Angleterre était vraiment très surveillée, forcément, compte tenu de la situation. Les Anglais se méfiaient beaucoup et ils avaient totalement raison. Dès notre arrivée à Southampton, nous avons été dirigés par le train vers Londres et discrètement surveillés par des militaires anglais. Et à l'arrivée à Londres, nous pensions nous trouver au sein d'une armée, l'armée du général de Gaulle. Mais cette armée n'existait pas encore. Et on nous a enfermés dans un camp qui était un camp de réfugiés, où il y avait des dames avec des bébés dans les bras, il y avait des vieillards, il y avait des gens de toutes sortes, des Belges, des Juifs, des Hollandais, des Polonais, etc. Et nous n'avions pas le droit de sortir du camp. C'était normal, hein, les Anglais se méfiaient beaucoup. Et il n'y avait pas encore d'accord entre Winston Churchill et le général de Gaulle. Donc cette situation donc, transitoire va durer quelques jours. Ça a duré quelques jours, oui. Et ensuite, alors, ce sera l'Olympia. C'est ça. Et puis, entre-temps, à partir du 1er juillet 40, il y a eu les accords provisoires entre le général de Gaulle et Winston Churchill. Et on nous a dirigés vers un autre bâtiment qui s'appelle toujours l'Olympia, où se sont réunis les premiers Français libres qu'on a commencé à encadrer avec des officiers et des sous-officiers français, dont la plupart venaient de Norvège, ceux qui avaient gagné la bataille de Narvik. Alors le rôle important de Churchill, hein, vous l'avez dit à l'instant, on doit beaucoup quand même à l'Angleterre, à la reine d'Angleterre et à Churchill à ce moment-là, parce que les Français ont été vraiment très bien accueillis en Angleterre. Pour continuer la guerre, il faut dire qu'ils venaient aider les Anglais. Oui, les Anglais nous ont bien accueillis. Individuellement, les Anglais sont toujours charmants d'ailleurs. Mais par la suite, les relations entre Churchill et de Gaulle se sont beaucoup gâtées, car les ambitions des deux nations n'étaient pas les mêmes. Absolument. Alors ça appartient à l'histoire un peu plus tard, mais on va revenir évidemment à votre situation de jeune volontaire, parce que c'est important de le rappeler, vous êtes volontaire pour vous engager au sein des forces françaises libres. Là, vous signez un acte d'engagement, hein, finalement, à l'époque. C'est ce qui caractérise les Français libres, c'est d'avoir signé un acte d'engagement. Oui, tous les Français libres étaient des engagés volontaires. Et ça, c'est aussi votre fierté, bien sûr, parce que effectivement, la résistance, ce sont des volontaires optimistes, hein, parce qu'il fallait y croire quand même à la victoire à l'époque. Hein. Arriver comme ça, de manière individuelle, comme l'avait dit René Cassin, des hommes partis de rien, finalement. Oui. Mais De Gaulle nous a inspiré une confiance totale dès le départ. Alors, le général de Gaulle, vous allez le voir à l'Olympia, vous avez cette première visite et presque ce choc. Alors donc, les premiers Français libres ont été réunis à l'Olympia. On a commencé, alors que nous étions encore en civil, à nous organiser en sections et en groupes de combat. Et quelques jours après, on nous a annoncé l'arrivée du général de Gaulle. On a entendu les grandes portes métalliques de l'Olympia qui s'ouvraient. On a vu arriver un grand nombre d'officiers de toutes armes et de tous grades. Et au milieu de tous, il y en avait un qui était plus grand que tous, qui avait un képi à feuilles de chêne qui rutilait comme un phare. C'était le général de Gaulle, que nous voyions tous pour la première fois. Donc cette première rencontre, alors cette vision du général, effectivement, alors pour vous, c'était il brillait comme un phare. Il brillait comme un phare. Et dès qu'il a fait sa première allocution, nous avons été absolument conquis. Nous avons compris que nous avions affaire à un général qui n'était pas un général ordinaire. Oui, alors c'est important finalement, ça. La France libre, elle a été dirigée par des chefs exceptionnels. Oui, car nous, les volontaires, nous aurions pu être intégrés dans des unités constituées par les Britanniques et comme des forces d'appoint, comme une sorte de légion étrangère au service de la Grande-Bretagne, autant que de la France. Et nous avons eu la chance d'avoir un chef qui a mené une France libre indépendante, tout en étant allié à la Grande-Bretagne.
Alors, le Français libre que vous êtes, le jeune Français libre à l'époque, donc en l'été 1940, il va y avoir donc le bataillon de chasseurs, c'est ça, Oui. à Camberley ensuite, hein, ce sont les Oui. entraînements, les préparations. Alors, comme nous l'avions dit tout à l'heure, les Français libres étaient très peu nombreux au départ. Le 14 juillet 1940, le général de Gaulle nous a passé en revue en compagnie du roi d'Angleterre. Toute la France libre était constituée de moins de 3000 hommes, dont un bataillon de légion qui s'était rallié en bloc avec son chef, c'est-à-dire à peu près 1000 hommes, et environ 1500 à 2000 hommes qui étaient constitués par des jeunes de 18 à 20 ans et quelques anciens qui avaient fait la campagne de Dunkerque notamment. Et puis des officiers et sous-officiers qui avaient fait la campagne de Norvège et qui avaient gagné la bataille de Narvik. Nous avions pour ceux-là, ils avaient pour nous, ces gens-là, un prestige considérable. Car Narvik, c'était la seule bataille que l'on avait gagnée. Donc ils arrivaient eux, de la Norvège. Alors il y avait beaucoup de Français en Angleterre à ce moment-là, hein. On estime qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de soldats français. Et finalement, il n'y en a même pas 5000, 7000 maximum à la fin de l'été 40 qui auront rejoint le général de Gaulle. Il y avait pour l'expédition de Narvik un corps d'armée constitué, présidé par le général Bétoir, qui était un chef de bonne qualité. Mais presque tous, à commencer par le général Bétoir, ont voulu rester fidèles à Pétain et presque tous ont été rapatriés. Alors ça, c'est l'histoire, évidemment. Alors les Français libres, peu nombreux, mais qui vont commencer à lutter. C'est ça aussi la France libre, c'est ceux qui n'ont jamais déposé les armes. Oui, c'est important et aujourd'hui, c'est aussi, j'imagine, votre fierté. Peu nombreux, mais avoir fait quelque chose de colossal au regard du petit nombre. Ça, c'est important. Alors, il y a le bataillon de chasseurs, on en parlait à l'instant. Et quel va être votre parcours, même si on ne pourra pas développer dans cette interview en longueur ce parcours, mais votre parcours pendant ces années de guerre? Eh bien, mon parcours est tout à fait modeste. C'est-à-dire, nous avons été formés comme des fantassins entre juillet 1940 et décembre de la même année. Et le général de Gaulle a passé Noël avec nous. Mais, curieusement, le lendemain de cette cérémonie de Noël, nos officiers avaient l'air d'avoir la mine contrite, d'être très déçus. Et nous demandions bien pourquoi. Nous avons compris après. C'est que le général de Gaulle avait décidé de dissoudre le bataillon chasseur qui aurait constitué une bonne unité de combat, et il allait remplacer ce bataillon par une unité comprenant 3 compagnies, une compagnie d'élèves officiers, une compagnie d'élèves sous-officiers et une compagnie de spécialistes, et notamment des transmissions. Pourquoi? Eh bien parce qu'en août 1940, le Cameroun et l'Afrique équatoriale s'étaient ralliés au général de Gaulle. Et le général de Gaulle, pour avoir du poids dans cette guerre mondiale, avait besoin de multiplier ses unités. C'est-à-dire, il voulait constituer en Afrique des bataillons de tirailleurs. Et c'est pour ça qu'on nous a formés comme chef de section des unités nouvellement constituées. Et donc voilà, donc la suite, vous êtes envoyé dans des bataillons de marche, dans un bataillon de marche, Oui, c'est cela? Alors tous les bataillons qui étaient formés étaient appelés des bataillons de marche. C'est-à-dire qu'ils avaient une certaine autonomie dans le cadre de la stratégie de notre grand état-major. Alors votre parcours passe par, évidemment, par l'extérieur. Vous allez quitter l'Angleterre et vous retrouvez sur des lieux très lointains. J'ai eu l'occasion, comme sous-officier, de quitter l'Angleterre avec une centaine de mes camarades pour l'Afrique équatoriale et le Cameroun. Et là, nous avons été dispersés entre l'Oubangui-Chari, le Moyen-Congo, le Tchad et le Cameroun. Puisque dans chacune de ces colonies, on créait des bataillons. Alors ces bataillons de marche ont eu... Ces bataillons de marche qui ont eu des destins très divers. Des destins très divers. Alors pendant ce temps-là, effectivement, vous saviez par exemple que la colonne Leclerc remontait du Tchad vers la Libye, vous étiez informé? Oui, nous étions informés. Mais je n'ai pas participé à la colonne Leclerc et je l'ai beaucoup regretté.
Mais vous étiez sur les arrières finalement, et c'était aussi une façon de protéger ce qui était l'AEF de la France libre, hein, l'Afrique équatoriale française qui avait rallié la France libre. Alors on peut saluer quelques figures comme Félix Eboué, par exemple, le gouverneur Eboué, qui a rallié le Tchad et qui a beaucoup aidé. Hein. On peut dire que ces hommes ont vraiment été très précieux pour le général de Gaulle. Ça, c'est important. Alors ensuite, votre parcours, je sais qu'il passe par le Levant. Alors il faut quand même expliquer un petit peu ce qu'a été le Levant avec un bataillon de marche. Je crois que c'est le BM9, là, cette fois-ci. Notre bataillon, le BM9, a été formé au Cameroun et on ne savait pas très bien quelle serait sa destination. Et un beau jour, on nous a expédiés à travers le Congo belge et le Soudan anglo-égyptien de l'époque jusqu'à Khartoum. Et à Khartoum, où nous avons séjourné au moins 2 ou 3 mois, on ne savait toujours pas quelle serait notre affectation. Je crois que notre commandement le savait très bien, et on avait de grosses difficultés avec le commandement britannique, qui ne faisait rien pour aider les Français, car notre destination voulue par le commandement, c'était la Syrie et le Liban, où on voulait maintenir l'influence française. Mais nous étions là en rivalité avec les forces britanniques et un fameux général britannique qui s'appelait Gerald Spears, qui était un ami très proche de Winston Churchill. Oui. Et le général Spears a mené une politique anti-française obstinée. Là, ce sont les coulisses, évidemment, de la guerre hein, et des rivalités franco-anglaises, notamment au Levant. Alors, en Syrie, il faut savoir qu'en Syrie, il y a eu d'abord cette campagne en 41 terrible où des Français libres ont combattu des vichistes. Alors, en 1941, Rommel, le maréchal allemand, tentait une percée en direction du canal de Suez. Mais, avec la complicité du gouvernement de Vichy, les Allemands envoyaient des avions sur l'aérodrome de Damas et d'Alep, en Syrie. C'est-à-dire que le but des Allemands était de prendre le canal de Suez en tenaille, de part et d'autre. Donc, le gouvernement britannique et le gouvernement de Gaulle ont décidé de pénétrer en Syrie et en Liban pour en chasser le commandement du général Dantz, qui était fidèle à Vichy et qui était complice des Allemands. Et c'est ainsi qu'il y a eu un affrontement entre Français de Vichy et Français libres en mars 1941. Finalement, les troupes de Vichy ont été vaincues. La Syrie et le Liban se sont retrouvés sous l'autorité de Gaulle, mais les Anglais ont tout fait pour que les Français de Vichy soient rapatriés sans avoir de contact avec les Français libres. Car le but des Anglais, c'était de nous évincer de Syrie et du Liban. Et il n'y a eu aucun contact avec les troupes de Vichy, alors que si nous avions eu ces contacts, beaucoup se seraient ralliés à De Gaulle. Absolument, donc les choses n'ont pas été faciles finalement pour le général de Gaulle et la France libre, que ce soit ici ou un peu plus tard en Afrique du Nord. Évidemment, c'est le même problème avec Leclerc et avec les Français libres qui vont arriver donc après les combats en Libye et les combats au Tchad donc, et en Tunisie. Ils auront beaucoup de mal à rester en Afrique du Nord, à être acceptés. Ils vont même être envoyés à Sabrata en Tripolitaine. Donc ça, on sait qu'il y a eu en quelque sorte de véritables punitions hein, pour les Français libres et qui ne méritaient vraiment pas ça. Alors là, c'est le BM9 donc en Syrie, au Liban, et vous allez y rester pendant la durée de la guerre. Je suis resté là-bas jusqu'à la fin de la guerre. Et avec très peu de moyens, nous essayons de maintenir une autorité française. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1944, on m'a envoyé en Syrie, à Alep, près de la frontière turque, avec un vieux capitaine qui était mon chef et mon seul chef. Et j'étais son seul adjoint. Et nous avions sous nos ordres 5 ou 6 sous-officiers européens. Et le reste, c'était un encadrement et des tirailleurs camerounais. C'était une force dérisoire, mais on essayait de maintenir quelque chose. Oui, alors là, vous venez de parler justement de ces hommes qui venaient de l'Empire, qui venaient de tous les horizons. Oui. C'est aussi ça qui fait la France libre. Cet esprit, finalement, entre des hommes très divers, divers par leurs origines, par leurs croyances, par leurs convictions. C'est ça, vous pouvez nous évoquer pour nous, finalement, ce qu'était cet esprit et cette camaraderie entre les hommes? Oui, il y avait entre nous tous une fraternité parfaite.
Bien sûr, alors la France libre, c'est aussi peut-être pour la période que nous vivons aujourd'hui. On le dit assez souvent, mais cet exemple, ce message de la France libre, finalement, il est très moderne. Aujourd'hui, c'est un exemple. Je crois que ce qu'il faut retenir dans l'épopée de la France libre, c'est qu'il ne faut jamais désespérer et que même dans les situations les plus catastrophiques, il y a l'espoir de surmonter tout cela et de vaincre. Ça vaut pour les nations, ça vaut pour les hommes et les femmes. Voilà, quel beau message, là, Monsieur Pestiot, vous nous donnez, effectivement. Alors, gardez le micro quelques instants, parce que je voudrais, là, vous venez d'évoquer votre parcours dans la France libre. Aujourd'hui, donc, en 2016, ici, donc en plein cœur d'une exposition qui est consacrée à nos libérateurs, qui est dédiée à nos libérateurs, la figure du général de Gaulle, avec la fondation de la France libre. On est très fiers, évidemment, aujourd'hui, d'évoquer le général de Gaulle, de mettre ses croix de Lorraine sur nos affiches. Ça vous inspire quoi aujourd'hui de penser que plus de 70 ans après vos combats, après votre engagement, eh bien, on continue à en parler et beaucoup de gens, quel que soit leur âge, sont là autour de nous. Oui. Eh bien, je crois qu'il faut tous vénérer le général de Gaulle. Même si personnellement, j'avoue que je ne l'ai pas toujours suivi. Notamment au moment de la guerre d'Algérie, j'ai cru jusqu'au bout en l'Algérie française. Et j'avoue aujourd'hui que j'étais pendant un temps anti-gaulliste. Mais je suis redevenu ardemment gaulliste par la suite après avoir bien réfléchi. Et il y a quelques années, j'ai fait le pèlerinage de Colombelle et des deux églises, et j'avoue que j'ai pleuré sur la tombe du général de Gaulle. Oui, c'est le grand homme finalement de la France au XXe siècle sans aucun problème, et on a besoin de le rappeler aujourd'hui aux jeunes qui ont souvent un petit manque de repères, on va le dire, même un très gros manque de repères, et évoquer la figure du général de Gaulle, évoquer la grandeur finalement de la France, ça c'est très important. Alors le fait d'avoir appartenu aux Français libres, ils étaient à peine 54 000, les Français libres, hein, c'est pas beaucoup de monde, mais c'est aussi des hommes qui sont partis de rien et qui ont mis la France dans le camp des vainqueurs. Ça, j'imagine que c'est une fierté. Oui. Eh bien, au départ, la France libre représentait très peu de choses, mais elle a eu un impact moral considérable dans le monde entier. Et petit à petit, beaucoup de gens se sont ralliés et les forces françaises libres sont devenues une force relativement importante jusqu'à la fusion en 1943 avec l'armée d'Afrique du Nord et nos autres colonies. Alors, vous avez donc 20 ans en 1940, 25 ans à la fin de la guerre. Vous avez consacré 5 ans de votre jeunesse pour votre pays, pour libérer la France, pour lui rendre sa liberté avec d'autres hommes qui croyaient dans les mêmes valeurs. Vous avez un regard aujourd'hui sur cette période, c'était quand même compliqué pour la jeunesse, une période difficile quand vous regardez, mais j'imagine que pour vous ça paraissait une évidence de faire ça, parce que quand on regarde effectivement les difficultés que vous avez traversées aujourd'hui, donc dans la vie que nous avons, on ne peut qu'être admiratif de ce que vous avez fait pour la France. Alors un grand merci évidemment d'être aujourd'hui à Alençon. Robert Pestiot, donc, qui est Français libre de 1940, qui a rejoint le général de Gaulle à Londres, comme il l'a dit, dès juin 1940, après avoir entendu l'appel à Granville, en Normandie. Alors ici, nous sommes en Normandie, mais dans une autre ville marquée par le général Leclerc. Là, ici, c'est la ville Leclerc. Alors c'est un homme aussi que vous aimez. C'est une figure très pure, hein, le général Leclerc aussi de la France libre. Oui, le général de Gaulle a eu la chance d'avoir autour de lui quelques chefs de grande valeur, et en particulier le général Leclerc. Il y a d'autres hommes qui vous ont marqué dans la France libre, d'autres figures importantes? De l'Armina, Koenig, Bir Hakeim, évidemment, l'homme de Bir Hakeim, un des moments de gloire immenses de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est une série de miracles comme ça, et en tout cas de grands moments qui ont été écrits par peu d'hommes. Mais vous avez vraiment... Alors, je vais le dire, tout à l'heure nous évoquions Churchill. Il avait dit en 1940, en juillet 40, les Français libres ont été condamnés à mort par Vichy. Vous en faisiez partie, mais un jour viendra où leurs noms seront écrits, seront gravés dans la pierre de cette France qui aura retrouvé sa liberté. Alors aujourd'hui, c'est le cas. Alors, devant tout le monde, effectivement, ici, quel honneur pour nous d'accueillir un Français libre, quelqu'un qui n'a jamais déposé les armes, quelqu'un qui n'a jamais cru dans les horreurs de Vichy, dans les mensonges, évidemment, dans ce crime qu'a été l'armistice. C'est ce que disait le général de Gaulle, c'est un crime et une trahison, et nous partageons ces valeurs.
Alors vive la France libre et grand merci à vous, Monsieur Robert Pessiot. Je vous demande de l'applaudir. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.